Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Est-ce que M. De Bureau fut accueilli à l'Élysée hier soir? Jaloux. Non, c'est Bureau qu'on dit, c'est Stéphane Bureau. OK. Monsieur Bureau dans les circonstances. À l'Élysée, je pensais qu'on ajoutait le de, là, je sais pas, moi. Non, les choses se sont pas faites à la bonne franquette hier soir à l'Élysée, parce que c'est pas comme ça qu'on les fait, mais c'était assez détendu, très bien organisé. Et je commence avec ma question quiz du jour, ce qui expliquera peut-être ma présence hier soir là-bas. Selon toi, qui est le plus grand entrepreneur ou en fait le plus grand employeur canadien en France? Plus grand employeur canadien en France. Avec 14 500 employés français. OK, là, j'avoue que je sais pas. Il y a un employeur canadien qui a 14 000 employés en France. Oui, et on pourrait dire que c'est un employeur québécois parce que c'est CGI. Et c'est pour 14 000? Ça que j'étais... 14 500, chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas, de 1,8 milliard d'euros. En France seulement? Je pense que oui. C'est ce que j'ai retenu de toutes les présentations que j'ai entendues hier soir. Et donc, le lien à l'Élysée, c'est qu'on soulignait CGI, son fondateur? Son fondateur, Serge Godin, c'est le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, qui remettait marié à une femme du bas du fleuve? Marié à une femme du bas du fleuve, non pas le président Macron, mais sans doute notre ami Serge Godin, à Ginette, qui était présente hier soir. Donc, il a été épinglé de la Légion d'honneur, Serge Godin, élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Et ce qui, non pas m'a surpris, mais m'a donné une idée de l'importance, de l'influence que peut avoir CGI en France, c'était bien entendu le fait que le président de la République, dans des circonstances où on l'imagine, il a beaucoup de fer au feu. Il doit nommer son premier ministre. On s'en parle tous les jours, mais hier soir, pas un mot là-dessus. Le premier ministre Macron était là, mais une partie du CAC 40, ça c'est l'indice boursier parisien, les grands patrons du CAC 40 étaient là pour souligner l'événement et peut-être appuyer quelqu'un qui ait une connaissance, sinon un ami, en la personne de Serge Godin. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, de bâtisseurs qui se sont élevés si haut. Monsieur Bouchard peut-être, d'Alimentation Couche-Tard, qui était d'ailleurs présent hier pour appuyer son camarade. Donc, tout ça pour dire qu'il y a en France une empreinte québécoise conséquente. Quand on emploie 14 500 personnes, c'est clair que c'est du costaud. Et quand le président de la République prend le temps de remettre la distinction, mais surtout de rester ensuite, c'est dire que il pèse lourd. Et je pense que ça méritait d'être souligné parce qu'on n'en a pas des tonnes de fleurons pareils. Monsieur Godin, je connais pas intimement, mais depuis longtemps que j'ai interviewé une fois particulièrement longuement. C'est un homme discret, de peu de mots, qui fait pas de vagues, qui occupe aucun espace sur la place publique. Très terre à terre. Très terre à terre. Tu sais qu'il y avait dit aucun espace sur la place publique. Il y a 20 quelques années, plus que ça, écoute, le temps passe, 20 quelques années, Lucien Bouchard, qu'il connaissait, l'avait convaincu de présider un comité sur la rémunération des députés. Tu sais, pour avoir quelqu'un d'extérieur qui connaît la rémunération là, tu sais, des cadres. Et là, on cherche toujours, tu sais, quand tu veux jouer avec le salaire des députés, tu cherches toujours une caution morale. Une caution. Ouais. Et je sais pas si M. Godin en garde une bonne expérience, mais il avait accepté de participer à ses travaux. Alors, suffisamment bonne pour que Lucien Bouchard soit là aussi hier soir. Ah, M. Bouchard était là aussi. OK. Oh, oui, c'était... Donc, il n'en veut pas. Le tout Québec était là. Et M. Macron était là? Il était là, j'allais dire, je termine là-dessus, y compris M. Legault par procuration, parce qu'il avait laissé une enveloppe le week-end dernier quand il est venu pour l'ouverture, l'inauguration, la réouverture de Notre-Dame de Paris. Il avait laissé une enveloppe au délégué général du Québec pour qu'elle soit remise hier soir en main propre à M. Godin. Hier, M. Legault était à Sainte-Jeanne-Terre-Neuve, ce qui est beaucoup plus prestigieux que l'Élysée à Paris. Clairement. Et oui, M. Macron était là. Et t'as pu lui parler, lui transmettre l'invitation pour notre émission, là, son prochain passage au Québec?
Tu me permettras d'abord avoir fait l'invitation pour mon podcast et ensuite on verra pour la suite des choses. Mais non, en fait, évidemment, rien de la sorte, mais quelques minutes avec lui pour parler, entre autres, de ce qui s'est passé samedi dernier, quand il a un peu forcé la rencontre entre messieurs Zelensky et Trump, et c'est ce qu'il confirmait, c'est-à-dire que c'était vraiment pas télégraphié, c'était pas organisé avant, ça s'est joué un peu sur le tas pendant le week-end, samedi, et s'il y a quelque chose comme un scoop qui sort de cet échange improvisé avec le président Macron, qui généreusement a accepté de répondre à mes questions, c'est qu'il aurait, selon lui, probablement convaincu Trump d'organiser, quand on parlera de paix en Ukraine, d'organiser une table autour de laquelle se retrouverait aussi M. Poutine. C'est-à-dire qu'il y aurait des échanges directs entre les protagonistes. Et il je sais pas s'il est convaincu. Quasiment un sommet de l'Ukraine, oui, ni plus ni moins. Là. Il pense que c'est possible. Puis j'ai dit, est-ce que vous croyez que M. Trump va s'en tenir à ce qu'il a peut-être promis? Puis il dit, on a travaillé dans ce sens-là, évidemment, on s'entend, là, c'était pas une déclaration officielle, mais il semblait optimiste. Donc, voilà une information que je n'avais pas vue circuler et que nous avons peut-être en exclusivité. Je termine là-dessus. On peut avoir toutes sortes d'opinions au sujet du président Macron. Une chose est certaine, c'est que c'est un opérateur de première catégorie. Il est remarquable. La présentation qu'il a faite avant de remettre l'insigne à M. Godin était non seulement inspirée, elle était intime. C'est comme s'il avait connu la famille Godin intimement. Et ensuite, de le voir travailler la salle, c'est l'incarnation d'un grand politique. Il donne presque l'impression de savoir qui tu es quand tu le rencontres. Oui, je vois. Ouais. Mais tu vois, Stéphane, je suis quand même... Il y a un bout qui m'étonne. Je sais la frustration à cause de l'inflation, puis tout ça, les populations dans plusieurs pays sont vraiment, vraiment à bout, là, puis frustrées. Parce que moi, je suis surpris. Tu sais, la fierté des Français, l'espèce de dignité de ce peuple-là, que Macron... Écoute, c'est 2 méga réussites là, dans l'année. Les Olympiques, à Paris, magnifiques, là, mondialement applaudis. Puis Notre-Dame de Paris, puis on fait bien des jokes, on n'est plus capable de réparer un viaduc. Stéphane, nous autres au Québec, là, on peut plus réparer un viaduc, on peut plus réparer une calvette, là, mais poser un tuyau sur une route rurale sans qu'il y ait dépassement dans les délais, puis tout ça. Lui, avec une collecte de fonds privés, il a fixé une échéance de 5 ans, il a rénové Notre-Dame de Paris, et on a l'impression que dans le peuple français, il n'en récolte aucun crédit, zéro crédit. Si je regarde ça de loin, là, ta vision à toi est sûrement plus juste, plus précise si t'es sur place, mais moi, ça m'étonne qu'il en ramasse si peu de crédit. Mais 2 choses. D'abord, tu as parfaitement raison. C'est de grands succès improbables parce que pour les Jeux olympiques, jusqu'à la dernière minute, on disait ça va mal se passer, ça s'est bien passé. L'organisation était parfaitement au point. Puis Notre-Dame de Paris, c'est le chantier de l'impossible. 5 ans pour reconstruire ce monument universel, parce que ça n'est pas qu'un monument français. Mais c'est aussi, on en a un peu parlé, le fait quand on parle de la France, on parle souvent de ce verbe qui claque, de l'intelligence qui s'exprime dans une langue parfaitement contrôlée, habile, nuancée. Or, ce qui s'est passé à Notre-Dame, c'est l'intelligence qui est incarnée dans le geste. C'est le génie des ouvriers, le génie des compagnons, le génie de tous ces métiers qui sont des métiers historiques et où il y a vraiment un relais de talent qui se fait de génération en génération. Quand je dis historique, c'est parce que c'est pour les charpentiers, par exemple, et les compagnons charpentiers, c'est des centaines d'années de pratiques extraordinaires qui ont été, je dirais, présentées au monde ce week-end. Et ça, c'est beaucoup célébré. Monsieur Macron peut évidemment tirer un certain bénéfice politique de ce qu'il a été capable d'accoucher du rendez-vous, mais ça ne met pas de beurre sur les épinards à personne. C'est-à-dire que la vie est malgré tout est très difficile en France. Et les promesses qui avaient été faites n'ont pas nécessairement été toutes au rendez-vous. Et c'est là qu'il y a moi je dirais, on a ces conversations tous les jours, Mario, et je termine là-dessus parce que je sais que le temps presse, mais c'est la défiance à l'endroit des institutions, partout, en France, aux États-Unis. Cette impression qu'au plus haut sommet, on ne nous écoute pas. Et j'aurais d'ailleurs, parce que j'ai fait un entretien hier avec un ancien grand patron au Nouvel Observateur, Vincent Jauvert, un entretien sur ce qu'il appelle les voraces, c'est-à-dire la caste de très hauts fonctionnaires qui aujourd'hui est omnipuissante au sommet et qui souvent
finit par devenir politique. C'est-à-dire qu'en plus d'être fonctionnaire et à vie, ils deviennent politiques. C'est le cas d'Édouard Philippe, qui a ambition de devenir président des États-Unis, qui est président des États-Unis. La France, oui. Président français, peut-être président des États-Unis, pourquoi pas, qui a été premier ministre et qui est considéré encore aujourd'hui comme le politique le plus populaire de France, alors qu'il est l'incarnation de ce que tous les Français semblent détester. Stéphane, on change complètement de sujet. Justin Trudeau s'adressait à un groupe féministe, puis a fait une analyse, je me permets mon commentaire à moi, malhabile et douteuse sur le fond, malhabile sous la forme, parce que dire Kamala Harris, c'est une femme qui n'a pas été élue, plus ça... Et donc, ce commentaire a été relayé à Elon Musk, qui a traité notre premier ministre. Bon, là, les traductions varient. Là. Insupportable, ça varie pas, mais crétin, insupportable, épais, insupportable, idiot, insupportable. C'est pas gentil. Ça a été relayé par un Montréalais qui est très influent, qui est professeur à la John Molson School d'administration, psychologue, Gad Saad, qui est très influent aux États-Unis par ses écrits, par ses livres, probablement l'invité le plus souvent présent sur la tribune de Joe Rogan. Il est peu connu des Montréalais. C'est un Libanais qui parle un très bon français, mais qui rarement accepte de le faire. Moi, je lui ai parlé une fois, j'ai fait une fois une entrevue avec lui. C'est le commentaire de Gad Saad sur ce que M. Trudeau avait dit à cette rencontre, qui a percuté, qui s'est rendu jusqu'à Elon Musk et qui a engendré le commentaire qu'on a lu, qui annonce très mal, disons, des prochaines semaines et des prochains mois de la relation entre les États-Unis et le Canada. Si on ajoute à ça la communication ironique de M. Trump cette semaine, qui rappelait encore une fois que M. Trudeau n'était que le gouverneur d'un État, l'État du Canada, qui était comme le 51e État. Alors évidemment, pour tous ceux qui délirent à l'idée que Trump va vouloir envahir le Canada, on n'est pas là. Il va vouloir nous envahir de son ironie. Moi, les deux, je retiens, c'est que c'est respect zéro pour Justin Trudeau. Zéro. Moi, Zéro. Et c'est problématique. C'est problématique parce que des relations des pays, c'est aussi des relations personnelles. Et il y a comme, à répétition, c'est ce qu'on sent, une envie de faire souffrir, une envie de tourner en ridicule, une envie de revenir sur un certain nombre de choses qui ont été probablement dites par M. Trudeau au cours des dernières semaines et des derniers mois, surtout quand il prévenait les Canadiens, attention, il ne faut pas tomber dans le piège MAGA comme aux États-Unis. Et clairement, ça aussi, ça s'est rendu aux oreilles du président, qui a comme un petit côté revanchard. Et ça, collectivement, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Eh bien, Stéphane, merci beaucoup. Je vais juste souligner qu'aujourd'hui, ce matin, il y a quelques minutes, Joe Biden a pardonné 1500 Américains. C'est dans l'histoire le plus grand pardon jamais accordé. Est-ce que c'est dans le cadre de ce que tu nous avais prévenu, là, des pardons préventifs au cas où Trump et son administration? Pour l'instant, il y a 4 lignes publiées. On voit qu'il y a, par exemple, des gens qui avaient été arrêtés pour possession simple de marijuana qui ont été pardonnés. On peut le comprendre. C'est aussi une façon peut-être de diluer le pardon qu'il a accordé à son fils dans le lot. Mais j'ai pas le détail. Peut-être qu'effectivement, parmi les 1500, il y a ces pardons préventifs dont on avait parlé pour des gens qui pourraient redouter la furie de M. Trump. On aura sûrement plus de détails au cours de la journée. Merci Stéphane. À demain. Salut.